Il y a les enfants, tout le monde est là. Là, j'ai eu le privilège de voyager dans un pick-up bien rempli au retour d'Obidjouane. Maïté, toi, c'est quoi tes plans? Comme là, tu t'impliques au mouvement I Don't Know More. Tu t'es impliqué au Grand Conseil des Cris aussi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, tu as un deck. Tu as fait ton deck en quoi? En enjeux internationaux. En enjeux internationaux. Puis après, qu'est-ce que tu fais après? Là, j'ai appliqué en droit à l'Université d'Ottawa. Donc, mais par contre, je pense peut-être retarder un peu, puis de partir dans le bois. 6 mois, on a un super programme chez les CRI, en fait, qui permet de passer 6 mois dans le bois avec les chasseurs pour les jeunes, même dans les communautés, qui aimeraient renouer avec la culture, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui se passe dans les communautés CRI. Le pentecôtisme est en train de gangréner absolument tout ce qui est là. Oui, puis il y a beaucoup de... Il y a un certain jugement parce que tout le monde est tellement déconnecté de sa culture que quand il y a des jeunes qui font des cérémonies, qui veulent retourner dans le bois, les gens rient d'eux. Puis, ça arrive que si ta famille, en fait, ne veut plus connecter à sa culture, mais on peut te jumeler à une famille pour que tu ailles dans le bois, pour que toi, si tu veux te réapproprier ta culture, tu peux le faire. Il faut dire, en fait, le pentecôtisme, c'est un mouvement évangélique. Nos cocos ici sont peut-être pas au courant de ce que c'est. C'est un mouvement chrétien, évangélique. On n'est pas loin de la secte chrétienne. C'est genre, si tu n'acceptes pas Jésus dans ton cœur, t'es faite, là. Ça va aller mal pour toi toute ta vie. C'est la seule façon d'être heureux. Et il condamne très ouvertement les pratiques spirituelles, ancestrales, et très fermement. Puis bon, moi, j'entends des histoires, évidemment. À un certain point, même au Jésus, on bannit les powwows, les sweat lodges, les huttes à sudation, puis les tentes tremblantes, les shaking tents. Même à Mistissini, je pense qu'aussi ça a été banni. Là, bon, ça recommence à être... Mais il y a certaines personnes que, mettons, ils se font un sweat lodge, il y a des gens qui vont aller détruire. Ça arrive souvent que les gens, même dans les jardins des gens, sur le terrain des gens, les gens vont aller défaire les structures pour les cérémonies. Donc, c'est arrivé très souvent. Puis, au moins, ce programme-là permet de vraiment passer ces 6 mois intensifs dans le bois. On sort juste si on s'en va chercher de la nourriture, choses comme ça, mais même on chasse. Puis, ça permet vraiment de reconnecter. Puis c'est important aussi que les jeunes voient que c'est pas démoniaque, en fait. Moi, j'ai assisté à ma première tente tremblante il y a à peu près 1 mois à Wemidji. Puis, on était 35 jeunes, puis c'est surtout beaucoup de jeunes c'est la première fois qu'ils avaient entendu des choses, mais qui étaient curieux. Puis même, il y a eu un gros backlash après sur les réseaux sociaux. Moi, ma grand-mère disait que c'était le démon, that's evil, and my grandmother's really wise. Je suis vraiment contente que ma fille n'ait pas été. C'est vraiment... Puis même, les parents mettent vraiment beaucoup de pression sur les jeunes. Donc, ça fait que ça devient vraiment tabou, mais le Conseil jeune de la Nation CRI essaie de, justement, en fait, certains jeunes qui s'impliquent, qui essaient d'essayer d'en faire dans chaque communauté pour que les jeunes voient que c'est pas méchant. C'est juste la c'est quoi la tente tremblante? La tente tremblante, en fait, c'est une structure parfois avec 8 pôles, parfois avec 6. C'est pas vraiment un tipi, mais c'est plus un genre de cylindre. Donc, on met 6 pôles, qui sont des arbres, en fait. Il y en a un qui est plus grand, qui habituellement, on garde le top de l'arbre aussi. Donc, ça, c'est pour signifier Tiamendo, qui est le grand esprit. Puis, il y a un canevas, grosse toile noire qu'on enroule autour, qu'on attache d'une certaine manière avec la ficelle. Puis bon, les lumières sont fermées, il y a un feu qui brûle pas loin. Si les gens veulent aller offrir du tabac, en fait, s'il y a un être malade dans la famille, les gens peuvent aller offrir du tabac. Puis, en fait, il y a quelqu'un qui joue du tambour et il y a le chaman qui est à l'intérieur de la tente et les esprits viennent, en fait. Puis, la tente se met à trembler. Puis, en fait, par la voix du chaman, les esprits communiquent. On peut aussi s'agenouiller près de la tente et demander
des questions à ce qu'on appelle nos grands-mères, nos grands-pères, donc les ancêtres. Puis souvent, c'est vraiment des grosses questions, des jeunes en crise existentielle qui posent des questions, qui peuvent avoir des réponses. Donc, ça permet aussi de faire, puis de recevoir ces réponses-là, puis de faire un certain, de penser à ça, de méditer à ça après. Puis toi, qu'est-ce que tu vas chercher en allant 6 mois dans le bois? Là, attends un peu. Tu fais une demande d'admission à l'Université d'Ottawa. J'ai fait ma demande, mais... Pour être en droit, tu attends ta réponse. Tu as des bonnes chances d'être accepté, j'imagine. Mais, je vais peut-être aller 6 mois dans le bois avec les chasseurs. Qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est surtout, étant donné que, moi, je veux aller en droit, défendre mon territoire qui est Uschi. Puis, si je veux vraiment bien le défendre, il faut que je réapprenne ma langue. Il faut que je comprenne les besoins des gens là-bas, parce que oui, il y a une certaine mentalité que je suis quand même loin, même si je milite beaucoup pour les droits des Autochtones, puis il faut que je comprenne ce territoire-là. Puis j'ai réalisé que si je voulais décoloniser le monde avec mes grandes ambitions, il fallait que je commence par me décoloniser moi-même un peu. Wow! Puis bon, une fois que tu as passé tes 6 mois, puis que tu as reconnecté avec ton territoire, avec ta culture ancestrale, tu reviens faire tes études en droit. Oui. Puis tu te vois où, mettons, Est-ce que tu te projettes des fois quand tu vas dans 10 ans, par exemple? C'est sûr que j'ai certaines ambitions de non seulement, pas juste défendre l'écrit, parce que l'écrit, on est assez bien outillé pour ce qui est des traités. On a la Convention d'Abbé James, on a la paix des braves, on a des avocats, puis... Je te fais une petite parenthèse. Actuellement, au Québec, le seul peuple autochtone à avoir négocié par traité la gestion de son territoire, ce sont les Cris. Seulement les Cris. Donc, nous sommes ici, à Alma, en territoire Innu, jamais cédé. Jamais. Ni par traité, ni par aucun type d'entente. Donc, nous squattons le territoire des Inuits ici. Puis je suis très consciente qu'il y a beaucoup de communautés au Québec qui n'ont pas en fait, comme disait Marie-Christine, on est les seuls à avoir ce gros document-là qui est très complet, qui est la Convention d'Abbé James. Donc, j'aimerais aussi négocier pour les autres nations. Et éventuellement, j'aimerais faire mon droit international aussi pour pouvoir en fait, aller dans le monde, partout, parce que toutes les nations autochtones, en fait, à travers le monde, sont prises un peu avec les mêmes problèmes de territoriaux, sociaux. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire aussi. Il y a des gens qui sont allés faire ça, négocier pour les indigènes au Brésil, avec les autres sont pognés avec l'hydro aussi là-bas. Puis c'est plus violent, en fait, en Amérique du Sud, là. C'est au point où l'armée tire sur les manifestants qui essaient de garder leur territoire. Donc, oui, ça serait quelque chose que j'aimerais faire. Puis, selon la loi sur les Indiens, là, toi, si tu as un enfant avec un autochtone, ton enfant va être autochtone. Mais tu es métisse. Selon la loi, si tu as un enfant avec un non-autochtone, ton enfant ne sera pas autochtone. Saviez-vous ça? C'est la loi qui décide c'est qui est indien et c'est qui l'est pas. Ça l'était en anglais à 85. Oui, mais maintenant, tes enfants seraient des... Si tu fais des enfants avec un non-autochtone, c'est des 6.2. C'est ça. Donc, le 6.2 ne peut pas transmettre. En fait, tes enfants seraient autochtones, mais ils ne pourraient pas, eux, transmettre le statut. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, au moins, nous autres, on a des numéros bénéficiaires, par contre, chez les Cris. Au moins, ça vient nous apporter certains avantages. Donc, au moins, ça nous protège un peu de ça. C'est ça, en fait, c'est ça, il faut avoir un numéro de bénéficiaire sur la banque. Comme je disais tantôt, c'est sûr qu'il y a certaines contraintes, pour retourner sur le territoire, choses comme ça. Mais... Tu peux pas être parti plus que 10 ans, mettons. Non, c'est ça. Puis, au 10 ans, il faut retourner, c'est 3 mois. C'est compliqué d'être autochtone en Amérique du Nord. Penses-tu que dans 10 ans, ça va aller mieux? Je l'espère. De plus en plus, je vois des jeunes autochtones de partout au Canada vraiment se lever, puis vraiment avoir des métiers qui étaient traditionnellement réservés, en fait,
avoir mettons, être avocat. Et de plus en plus d'Autochtones s'en vont en droit, tandis qu'on est tellement tannés de se faire avoir qu'il y en a vraiment beaucoup qui s'en vont en droit. Puis bon, on l'a vu aussi, la ministre de la Justice, Julie Wilson-Raybould, qui est elle-même autochtone, qui est maintenant devenue procureure de la couronne aussi en Colombie-Britannique. Donc, de plus en plus, je vois des jeunes être conscients et vouloir faire une différence pour leur communauté, pour leur nation. Donc, moi, j'ai espoir, je mets beaucoup d'espoir dans ces jeunes-là. Puis, c'est pour ça que je me bats pour qu'on ait une certaine reconnaissance, puis d'un peu d'ouvrir la voie pour certaines personnes. C'est pas parce que tu es autochtone que tu peux pas faire ça. Est-ce que tu as confiance qu'un jour, on va être capable de vivre ensemble? Je l'espère. Je l'espère. Ça commence aussi, je crois que le dialogue de nation en nation, ça part beaucoup dans les institutions scolaires. Si on pouvait réformer le cours d'histoire pour justement pas juste parler des maisons longues, des wigwams, ça serait déjà un pas en avant si on était capable. Si on était capable en tant que peuple de dire, ben les pensionnats c'est arrivé, mais s'il faut ouvrir, des deux côtés, il faut ouvrir un dialogue. C'est pas à cause de vous si mon père est allé au pensionnat. Il faut vraiment se parler, se dire que oui, certaines choses sont arrivées, mais à un moment donné, il faut aller de l'avant. Bon, c'est l'heure. Maïté Labrec-Saganache, je te remercie infiniment pour ta présence. On aurait une petite période de questions. Oui, on peut l'applaudir chaleureusement. Vraiment, tu es très, très intéressante et très inspirante. Vraiment. J'aimerais ça revoir 20 ans pour t'imiter. On pourrait poser des questions si vous avez envie d'en savoir plus sur certains sujets qui ont été abordés. Je vais me promener avec le micro. Vous pourrez poser votre question à Maïté. Ça te va? Oui. Donc, je donne le micro à la personne. Elle s'identifie. Et puis, elle pose sa question. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Stéphanie Saint-Pierre. Je voudrais savoir, parce qu'on est de plus en plus informés sur ce qui se passe, etc., mais je voudrais savoir de quelle manière une personne non autochtone peut s'impliquer d'une certaine manière, parce que, tu sais, je veux dire, pour être comme un ami dans la lutte, pas un acteur principal évidemment, parce que non, mais je veux dire, être un ami soutenir, de quelle manière est-ce qu'on peut s'investir en tant que non autochtone pour pouvoir aider la cause? Ben, c'est surtout de s'informer. Il y a plusieurs plateformes qui permettent de... je crois que pas mal tout le monde a Facebook ici. CBC Aboriginal, c'est la branche de Radio-Canada pour les Autochtones. Puis ça, c'est vraiment partout au Canada. Puis bon, c'est vraiment... ça touche vraiment les enjeux autochtones partout à travers le pays. Puis on en apprend vraiment sur plein de communautés. Il y a vraiment ce qui se passe, puis d'une manière qui contraste beaucoup avec le Journal de Québec et le Journal de Montréal, admettons. Puis, juste de s'informer, c'est tellement un grand pas en avant. Mais aussi, bon, ici au collège, il y a le centre autochtone. Ça, c'est tellement une belle façon de pouvoir vraiment tisser des liens avec des gens vraiment qui viennent de différentes communautés. Donc, déjà là, vraiment d'aller vers l'autre puis d'avoir des conversations, juste de s'informer, c'est tellement un grand pas en avant. C'est ce que la majorité ne fait pas. Donc, juste ça, juste que les gens soient conscients de pourquoi, comprennent un peu les stéréotypes aussi, comprennent les problèmes sociaux, ça fait tellement la différence parce qu'après, vous pouvez répandre la bonne nouvelle, puis en parler vraiment aux gens, puis casser un peu. C'est comme ça qu'on brise les tabous. Merci Stéphanie. Bonjour mademoiselle, mon nom est Hugo Paradis. Pas mal les choses, merci beaucoup pour être ici aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir. J'avais vu un reportage qui fait une belle année, qui parlait du taux de suicide chez les Autochtones, surtout dans les communautés dans le Nord. Ça m'avait vraiment touché, surtout leur âge. Les jeunes adolescents perdus qui commettaient des suicides. Je voudrais savoir, quelle est l'une des causes, la cause principale pour avoir un taux de suicide autant élevé chez les communautés autochtones comparativement aux autres communautés blanches? C'est tellement de facteurs qui viennent se bousculer. Oui, c'est sûr qu'il y a l'alcool, les drogues et le fait que les gens ne peuvent pas facilement accéder à de l'aide. Mais il y a aussi certains sentiments de communauté, parce que bon, c'est une communauté très petite et exiguë, tout le monde se connaît. Donc,
L'impact d'un suicide dans une communauté est tellement grand, quand c'est un village d'à peu près 1500 personnes, qu'on dirait que ça a une espèce de backlash, comme là au Nunavik, il y a eu 5 suicides en 8 semaines, donc ça touche tellement les gens qu'on dirait que ça devient comme un certain réflexe à quelque part. Mais il y a tellement de facteurs. Des fois, c'est des jeunes qui sont ignorés, puis quand on est dans une communauté de 1500 personnes, comme je disais, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a tellement de facteurs qui viennent rendre... Des fois, c'est des jeunes qui subissent des sévices, puis ça, il y a vraiment c'est vraiment très tabou de parler, bon, de tout ce qui est violence conjugale, sexuelle. Donc, les gens ont tellement peur de se faire juger que ces gens-là vont souffrir en silence, puis bon, on sait ce qui arrive après. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait... Oui. Bonjour, je m'appelle André Côté. Merci beaucoup pour votre présence. C'était très intéressant. J'aurais beaucoup de choses à vous demander, mais je vais m'essayer de... J'en aurais 3. 2 à vous, puis une peut-être à madame, qui serait peut-être plus... La première question que je voudrais vous poser, c'est relativement, bon, vous m'avez parlé que vous nous avez parlé que vous vous intéressez à la politique, etc. J'aimerais ça savoir s'il existe des groupes de discussion ou de réflexion qui rassemblent des autochtones et des non-autochtones, qui réfléchissent point de vue politique, philosophique, etc., genre sur ces questions-là, sur les questions qui vous intéressent, pour la première question. La deuxième question, c'est par rapport à, vous avez parlé d'un Québec souverain des 12. Vous n'avez pas pensé d'étendre ça à l'Amérique du Nord au complet, là? Puis d'annexer les États-Unis? En fait... Et la troisième affaire, c'est que je voudrais savoir si ici, à Alma, parce qu'il y a beaucoup d'Autochtones, il y a des Autochtones ici qui viennent étudier, s'il y a des groupes qui permettraient, disons, d'approfondir la langue, que ce soit l'Atikamekw ou le montagnais, genre pour les non-autochtones, à travers les confections de repas ou des activités qui pourraient... C'est ça les... Je vais répondre à monsieur, puis je te passe le... actuellement, à Alma, non, mais il y a des démarches qui sont en train pour fonder un centre d'amitié autochtone. Et c'est le genre d'endroit où il se fait des choses comme ça. Cependant, je vous dirais qu'aujourd'hui, à 1h15, si vous allez à la maison de la famille à Alma, j'ai une amie à Atikamekw qui fait manger et qui offre le repas traditionnel autochtone à ceux qui veulent bien se présenter. Donc, oui, il y a des activités, mais à Chicoutimi, donc à Saguenay, il y a le Centre d'amitié autochtone de Saguenay où il y a là des activités où on peut entrer en contact. Puis éventuellement, s'il y a quelqu'un qui a la patience et la gentillesse, on peut apprendre des rudiments des langages. Et vous pouvez aussi vous adresser au Musée amérindien de Meshtoyats pour d'éventuels cours en langue inou. Donc, ça se fait de plus en plus. Puis au collège ici, on a des projets. À partir de l'an prochain, on va s'ouvrir un petit peu plus à la population, à la communauté. Donc, je vais laisser la parole à Maïté pour les 2 prochaines questions. Il y avait un monsieur ici qui avait levé sa main. J'ai une autre main par là, une autre main par là, une autre par là. Il y a beaucoup de questions, mais le technicien nous met dehors au plus tard. À quelle heure? À 1h30. On a le temps, il n'est même pas moins. On a le temps, mais il faut qu'on le sache. OK, mais je suis super contente qu'on soit obligé de dire ça, c'est fun.